Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Bénin poursuit inexorablement sa marche vers la prospérité. Ceci à travers de nombreuses réformes engagées ça et là et dont certaines semblent déjà prouver leur pertinence et leur importance dans ce processus de développement économique du pays. À titre d'exemple, l'Agence internationale de notation Standard & Poor's a récemment confirmé la note B+ stable pour le Bénin. Et presque dans la même période, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a classé le Bénin comme étant le premier pays qui garantit la libre circulation des personnes et des biens dans son espace. En outre, le Bénin a aussi vu, en cours de cette semaine, son poumon de l'économie, à savoir le port autonome de Cotonou, sacré meilleur port de transit sur 23 pays africains. Des distinctions à l'international qui réconfortent certainement le gouvernement béninois et qui lui font croire qu'il est dans la bonne direction, ceci pour le bien de la nation. Ce qui d'ailleurs a amené le gouvernement dans son document de programmation budgétaire 2020-2022 à annoncer clairement qu'il ambitionne un taux de croissance économique de 9,2% à l'horizon 2022, ce qui paraît irréaliste aux yeux de certains observateurs et qui trouvent d'ailleurs que c'est trop tiré par les cheveux. Mais alors, sommes-nous réellement en voie de nous développer comme on l'a toujours rêvé dans ce pays? Où le gouvernement nous conduit-il concrètement? En quoi les réformes engagées dans presque tous les domaines sont vraiment utiles et pertinentes pour une véritable avancée du pays? Voilà autant de questions qui nous intéressent et nous les abordons ce dimanche avec notre invité sans langue de bois et sans complexe aucun, professeur Auguste Videgla. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de votre présence sur ce plateau, professeur Auguste Videgla. Alors, vous êtes réputé comme étant un militantiste engagé dans les associations estudiantines au Canada, en France, en Côte d'Ivoire, 3 pays où vous avez obtenu vos grands diplômes. Enseignant du management et de l'économie en développement, vous êtes professeur des universités, titulaire d'un PhD en management de développement des entreprises et d'un double master en économie de développement, mais aussi vous êtes détenteur d'un diplôme d'ingénieur en informatique. Vous êtes donc un expert en développement, on va le dire, puisque vos nombreuses sollicitations en tant qu'expert au plan international par la Banque mondiale, l'Union européenne, de même que de nombreux organismes pour des conseils sur des projets, ont certainement fait de vous un expert en développement. Mais vous n'êtes pas qu'un expert en développement, vous êtes aussi acteur politique. Ancien membre de la Renaissance du Bénin, ancien président fondateur du Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision. Vous êtes ancien président de l'Union nationale démocrate et actuellement vous êtes membre fondateur du parti Bloc républicain, l'un des partis représentés à l'Assemblée nationale, candidat malheureux d'ailleurs aux dernières élections législatives. Et aussi vous êtes chargé de mission du président de la République. Vous êtes un homme complet, on va le dire, puisque votre présentation n'est pas forcément exhaustive, mais on s'en tiendra à ça. Est-ce que vous êtes satisfait de votre présentation? Ben absolument. Le plus important, d'abord, je vous remercie pour l'invitation que vous m'avez accordée. Je dis un bonjour à tout le peuple béninois, à vos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et je commencerai d'abord par dire un bravo en entendant peut-être qu'on évoque le sujet. Un bravo à nos écureuils qui ont redonné une fierté nationale et un espoir à croire à l'envélir et en ce que le travail paye toujours. Justement. Donc cette présentation n'est que le fruit du travail et seul le travail paye. Et aujourd'hui, notre volonté, ma volonté est de pouvoir apporter ma modeste contribution au développement de notre pays, développement sur lequel nous allons probablement opiner tout à l'heure. Justement, merci à vous donc, professeur Auguste Videgla, d'être venu répondre en direct à nos questions pour le bonheur de tous les téléspectateurs de ETélé qui nous suivent sur l'ensemble de nos réseaux de diffusion à travers le canal 275 sur le bouquet Canal+, mais également sur Eutelsat, notamment sur les décodeurs sans abonnement et aussi sur notre fréquence locale à Parakou. Nous sommes aussi en synchronisation sur l'ensemble du réseau de diffusion du groupe de presse Le Matinal, à savoir les radios Océan FM à Cotonou et Urban FM à Parakou. Alors, professeur Auguste Videgla, le vendredi dernier, les écureuils ont réussi à éliminer le Maroc, les Lions de l'Atlas du Maroc, en 8e de finale pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient actuellement en Égypte. Est-ce que ce vendredi-là, vous étiez une fois encore fier d'être béninois? J'étais plus que fier d'être béninois et beaucoup plus encore renforcé dans ma conviction que notre pays est sur le bon chemin. Les multiples réformes menées
dans le secteur du sport et de la culture, aujourd'hui, graduellement, commencent par montrer leurs fruits. Parce que être béninois et voir les écureuils sur lesquels aucun des pronostics ne pariait le franchissement des éliminatoires pour arriver d'abord à la phase finale et pour accéder au 8e de finale, franchement, c'est une fierté. Et résister aussi à toutes ces grandes équipes que sont les Black Stars du Ghana, les Lions du Cameroun, pour faire finalement terrasser les Lions de l'Atlas du Maroc. C'était extraordinaire. Je peux vous dire que ça fait longtemps que j'ai plus dansé, mais j'ai bien dansé le vendredi passé. Mais selon vous, comment en est-on arrivé là? On a traversé une période trouble au niveau du football béninois. Comment en est-on arrivé à un tel résultat aujourd'hui, même si ce n'est pas encore fini à la CAN? Ben, c'est pas encore fini à la CAN, mais ce résultat est d'abord issu d'un travail de fond. Un travail de fond que le chef de l'État lui-même personnellement a suivi, qui vous souviennent qu'il y a encore pas très longtemps, il y avait tellement de cacophonie dans notre fédération, il n'y avait pas de boussole ou d'énergie qui permettent à notre équipe d'être une véritable équipe. Alors le chef de l'État s'est engagé personnellement, le ministère de tutelle a fait son travail, la fédération a fait peau neuve et aujourd'hui les résultats sont là. Nous tenons aussi à tirer un chapeau au sélectionneur qui n'a pas démérité, qui a fait aussi un travail remarquable. Donc aujourd'hui, les réformes menées depuis 3 ans par le chef de l'État commencent par prouver que le travail paye toujours. Et les réformes en profondeur tendent à donner à notre pays toute sa valeur et sa place et le révéler au monde comme les écureuils viennent de le faire en entrée de matière et continuent de le faire. Et vont continuer par le faire parce que nous prions tous les membres de nos ancêtres et Dieu pour que nous puissions arriver en finale avec le travail de nos jeunes qui ont fait un travail extraordinaire. C'est un travail vraiment extraordinaire. Battre le Maroc à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et encore un match éliminatoire pour justement continuer la compétition. Ce n'était pas gagné d'avance. Vous avez l'impression qu'on a réussi à dépolitiser le milieu des sports aujourd'hui? Je pense que le milieu des sports est complètement dépolitisé. Je ne pense même pas, c'est une réalité, complètement dépolitisé parce que vous n'avez plus les interférences qu'il y avait avant. Les hommes sont choisis par rapport à leurs compétences, par rapport à leur technicité, par rapport à leur vision et leur engagement vis-à-vis du football. Et il n'y a plus ces interférences qui ralentissaient un peu toute la machine avec les copinages qu'on voyait à gauche, à droite et qui créaient beaucoup de dissensions au sein de l'organisation, même fêtière, chargée de gérer le football béninois. Nous sommes fiers, nous tenons à féliciter tous ceux qui ont commencé ce travail avec les écureuils et aussi la Fédération béninoise de football qui s'est véritablement engagée pour que cette victoire aujourd'hui soit une fierté pour tout le peuple béninois. Donc on peut dire avec fierté, l'homme qu'il faut est à la place qu'il faut aujourd'hui dans le milieu sportif? L'homme qu'il faut est à la place qu'il faut et surtout que le chef de l'État a une vision claire. Vous savez, depuis les indépendances, c'est la première fois qu'il y a un programme, une réforme du secteur sportif et qui prévoit dans les programmes véritables d'action la construction de pratiquement 77 stades dans toutes les communes du Bénin. Et une première phase a démarré, je pense, avec une vingtaine de stades. Oui, qui sont 22 stades, voilà, qui sont déjà en cours de construction. Et ce programme va se poursuivre. Il y a les classes sportives, etc. Aujourd'hui, on a lancé des compétitions dans les 546 arrondissements du Bénin. Dans l'ensemble des communes, l'ensemble des arrondissements de notre pays sont en compétition de vacances pour faire émerger les talents du football dans nos terroirs. Vous voyez que le programme est ambitieux, il est grand et comme nous allons le voir tout à l'heure, les réformes touchent tous les secteurs et les résultats vont être à la juste hauteur des attentes de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Lorsqu'on fait les réformes et qu'il n'y a pas des moyens, de l'argent notamment, ça ne marche peut-être pas. Les acteurs sont presque pas motivés. Ils sont démotivés dans leur exercice. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le gouvernement accompagne vraiment de façon logistique et aussi sur le plan financier le milieu sportif, notamment l'équipe nationale? Eh bien, absolument. Comme on le dit, les moyens et des résultats. Oui. Vous ne pouvez avoir aucun résultat sans un minimum de moyens. Mais aussi, ce n'est pas forcément l'excès de moyens qui produisent des résultats. Alors, les hommes qui travaillent ont le juste salaire de ce qu'ils font pour produire les résultats attendus d'eux.
les moyens ont été mis à la disposition suffisamment de l'équipe nationale pour faire le travail qu'il faut et les résultats sont là. Donc, ce que je peux dire, c'est que, vous voyez, notre sélectionneur, il a les moyens nécessaires pour ne pas se sentir en déphasage par rapport aux résultats qui étaient attendus de lui. Il a fait un travail. Nos joueurs aussi étaient aussi dans les conditions nécessaires pour arriver à ce résultat que nous avons obtenu. Bravo aux écureuils, félicitations à tout le peuple béninois, le meilleur reste à venir, nous en sommes certains. Parlant justement de moyens, on sait que les Camerounais, par exemple, ont failli ne pas se présenter à la Coupe d'Afrique des Nations pour des problèmes de primes à cette compétition. Au lieu de 20 millions que le gouvernement leur proposait par tête, ils réclamaient 40 millions de francs CFA. Ça a causé tellement de polémiques. Au Bénin, rien de tout ça, tout s'est bien déroulé. Les écureuils se sont présentés au Maroc d'abord pour un stage préparatoire intense. Après 2 matchs amicaux où on a vu des écureuils très flamboyants et maintenant la phase finale de la compétition. Est-ce que vous avez l'impression effectivement que les écureuils ne sont pas des orphelins actuellement? Ah non, les écureuils ne sont pas des orphelins parce que je vous l'ai dit tantôt, les moyens ont été mis à leur disposition, mais des moyens à la hauteur des résultats attendus. Et ces moyens ont été déployés. Il y a eu un travail pédagogique qui a été fait. Le chef de l'État s'est impliqué personnellement pour leur remonter le moral et pour voir si toutes les conditions matérielles nécessaires à leur état d'esprit étaient au point. Aujourd'hui, les résultats sont là, vous ne pouvez pas en douter. Oui, voilà. Justement, après le match nul contre le Ghana, le sélectionneur Michel Dussuyer, qui a été distingué par le président de la Cour constitutionnelle, meilleur entraîneur de tous les temps, et le ministre des Sports qui leur a fait une annonce, prime de victoire après ce match nul contre le Ghana. Ça a créé tellement de polémiques au pays, mais est-ce que ça a pu galvaniser davantage les poulains de Michel Dussuyer? C'est ça le management en réalité. Lorsque vous êtes un bon responsable, vous choisissez le bon moment pour maintenir le moral et la motivation de votre troupe, de votre équipe. Et le bon moment a été choisi par le ministre pour annoncer que leur prime de match était maintenue, même si c'est un match nul. Ça a permis aux joueurs de se dire, même si nous perdons, nous avons toujours notre prime. Nous ne devons pas décevoir nos dirigeants. Nous ne devons pas décevoir notre peuple, parce que c'est les ressources du Bénin, des Béninois, qui sont mis à leur disposition pour produire des résultats. De même, la motivation apportée par le président de la Cour constitutionnelle au sélectionneur a aussi été un déclic pour lui dire que tout le peuple béninois reconnaît le mérite de son travail et qu'il doit continuer dans ce sens avec rigueur, pragmatisme. Et les résultats étaient à la hauteur des attentes. C'est vrai que ça semble comme dans un rêve, mais le Bénin, véritablement en quart de finale, va affronter le Sénégal mercredi prochain. Est-ce qu'on peut croiser les doigts et espérer pour encore ces écureuils-là, qui peuvent relever aussi ce défi? Pas seulement croiser les doigts, nous pouvons croire désormais à la victoire de notre pays. Nous pouvons espérer que notre pays aille en finale de la Coupe d'Afrique, parce que si vous faites une analyse un peu de la cartographie actuelle du tournoi, vous voyez que presque toutes les équipes, 10 favorites sur le papier, mais qui étaient réellement des favoris parce que c'est des multimondialistes qui ont été plusieurs fois à la Coupe du Monde, c'est des gens qui ont décroché la Coupe d'Afrique à 1, 2, 3, 4, voire 6 reprises, et aujourd'hui, ils sont déjà éliminés du tournoi. Donc les équipes qui restent, c'était les équipes outsiders, enfin, on ne donnait pas cher de leur peau, mais aujourd'hui, ces équipes se retrouvent graduellement presque tous en quart de finale. Donc l'Afrique du Sud, le Sénégal qui aussi s'est qualifié, le Bénin, le Nigeria, etc. et tout. Donc ce serait véritablement un beau tableau suivi mon regard si on arrivait à une finale de 2 voisins. Bien sûr. Ben voilà, pourquoi pas. On verra ça de toute façon. Exactement. On a aussi vu un déplacement massif des supporters béninois, peut-être grâce à l'annonce du gouvernement qui avait annoncé donc aider chaque supporter béninois capable de s'offrir un billet d'avion, des frais d'hôtel. Le gouvernement avait donc proposé une aide de 1 million de francs CFA par tête. Est-ce que ça a aussi pu justifier ce déplacement massif des supporters? Effectivement, ça a contribué. C'est pas seulement avec une animation terrible depuis les gradins. D'ailleurs, même, je vous informe que la CAF a distingué nos supporters comme étant les meilleurs supporters de ce tournoi, toujours présents, toujours animants, toujours. C'était vraiment aussi une fierté, parce que quand vous voyez ces supporters, vous avez la chair de poule, vous dites non, voilà le peuple béninois que nous voulons. Tous derrière un objectif et tous pour gagner, tous pour prendre la route du développement. Donc je pense que la motivation du gouvernement
à renforcer. Beaucoup avaient envie d'y aller. Je suis certain, mon cher Gilles Christ aurait bien voulu être en Égypte. Nous tous, nous avons voulu être. Comme tout le monde ne peut pas être au même endroit au même moment, alors ceux qui avaient un temps libre, ceux qui n'étaient pas très occupés, qui avaient un minimum de moyens pour se déplacer, y sont allés et nous leur disons merci. Et nous disons merci au gouvernement pour ce geste qui a permis de motiver les supporters béninois qui se sont déplacés massivement. Alors, professeur Auguste Videgla, est-ce que vous diriez que sportivement, le Bénin se porte bien aujourd'hui? Vous savez, on dit toujours, on peut toujours mieux faire. Lorsqu'on rentre dans l'autosatisfaction, on oublie que les résultats, les limites des résultats sont toujours repoussées. C'est ça le management. En management, vous ne devez jamais être satisfait de votre position, mais toujours viser une position beaucoup plus loin. Le sport béninois commence par s'améliorer, le sport béninois commence par se stabiliser, les fédérations sont en train de faire peau neuve pour se doter véritablement d'organisations qui fonctionnent mieux au service du sport, et je pense que d'ici quelques années, le Bénin serait une grande nation du sport. À condition qu'on maintienne le cap? Nous maintiendrons le cap, ne vous en doutez pas. Le nouveau départ, c'est le nouveau départ. Très bien. Sur cette performance des écureuils, il n'y a presque pas de doute. Ça ne connaît ni opposant ni mouvancier. On a vu des messages d'encouragement, de félicitations de part et d'autre. C'est d'ailleurs ce qui est charmant dans le football. Mais il y a aussi des questions qui ne suscitent pas toujours l'unanimité au sein de l'opinion, notamment des questions liées au développement du pays. Et ça m'amène justement à faire la transition vers le plat de résistance de cette émission. Nous allons passer en revue quelques questions liées au développement économique du Bénin. Alors, est-ce que, comparativement à ce qui se fait sur le plan sportif, on peut dire qu'économiquement, le Bénin se porte bien aujourd'hui? Économiquement, le Bénin est en train de se porter mieux graduellement. Vous savez, on ne construit pas les choses dans un cliquement de doigts. Notre pays était dans un état vraiment de désarticulation totale. Parce qu'il n'y avait pas une symbiose entre les secteurs pour produire une émulation pouvant conduire à un développement harmonieux et synergique de notre pays. Vous l'avez dit tantôt, les grandes organisations de notation commencent déjà par apprécier le Bénin, nous en reviendrons. Les organisations internationales aussi, qui placent le Bénin en tête de liste de certaines prouesses économiques, etc. et tout, tendent déjà à prouver que nous sommes sur la bonne voie. Les résultats véritablement économiques vont graduellement se faire jour lorsque l'ensemble des réformes vont se mettre en place. Parce que tout est en fait intégré. Du sport à l'éducation, en passant par l'entrepreneuriat, par la formation professionnelle, par tous les secteurs de la vie sociopolitique et économique nationale. L'objectif, c'est d'intégrer dans un seul ensemble une démarche qui permette à notre pays de décoller et de se stabiliser définitivement. Donc notre pays est en voie de se doter d'un tissu économique le plus enviable et voire même être pratiquement le petit dragon de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Est-ce que c'est la nature des réformes en général? D'une part, la nature des réformes, mais aussi des hommes. Vous savez, le peuple béninois est un peuple travailleur. C'est un peuple vaillant. Mais les conditions, jusqu'en 2016, n'étaient pas créées pour donner le cadre nécessaire aux Béninois d'éclore et d'explorer l'ensemble des possibilités infinies dont sont dotés notre pays. Pourtant, on avait un économiste à la tête de l'État jusqu'en 2016. Un économiste qui n'était pas praticien de l'économie. Vous savez, il y a autre chose que d'être un économiste de bureau et il y a autre chose d'être un économiste de terrain. Celui qui est en contact avec l'économie formelle et informelle, qui l'a pratiqué, n'a rien à voir avec une personne qui est restée dans son bureau avec des grandes théories. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un mécanisme de synchronisation de l'ensemble des agrégats de notre pays pour permettre à notre pays de prendre son envol. Donc, le secteur économique est en plein essor, va se stabiliser, va s'améliorer et des grands ensembles vont émerger d'ici là. Vous savez, dans le secteur, que ce soit dans le secteur du tourisme, où notre pays est doté d'extraordinaires ressources totalement inexploitées jusqu'à ce jour, des grandes réformes ont été faites, des investissements assez significatifs sont en cours et qui vont démarrer bientôt et qui vont permettre à notre pays de résorber une bonne partie des ressources qui sont disponibles dans ce sous-secteur important
pour l'essor économique de notre pays. Très bien. Professeur Auguste Videgla, ce que vous dites, ça peut sonner comme trop de la théorie aux yeux de certains, trop idéaliste. On va se faire beaucoup plus pédagogique. Vous êtes un enseignant et ça tombe très bien. On va passer en revue quelques points, notamment pour recueillir votre appréciation, vos explications. Le Bénin a abrité en cette fin de semaine une rencontre entre investisseurs et décideurs, une rencontre mondiale avec des opérateurs économiques de haut niveau qui sont venus au Bénin. C'est une rencontre qui a d'ailleurs été organisée par l'Agence de l'assurance du commerce en Afrique. Est-ce que d'abord le fait que des décideurs, des investisseurs décident de venir au Bénin est une preuve de la crédibilité du Bénin à l'international? Absolument, parce que lorsque vous voyez que des organisations qui interviennent dans le secteur économique, dans le secteur de la promotion économique de l'Afrique, viennent organiser une table ronde dans votre pays, ça veut dire que votre pays a créé toutes les conditions nécessaires et ces conditions sont véritablement propices à l'organisation d'une table ronde qui regroupe quand même une bonne partie des pays africains qui aspirent quand même à un développement économique. Donc cela prouve véritablement que le Bénin est en marche, le Bénin inspire confiance et que les réformes aujourd'hui commencent par produire des résultats. Je l'ai toujours dit, lorsque vous voulez construire une maison, vous ne pouvez pas la construire en une journée. Il y a des étapes, il y a des prérequis, vous avez les plans de votre maison, vous avez à recruter des maçons, à chercher le financement, et pendant quand même un minimum de temps qu'il faut, vous ne verrez pas le résultat des efforts que vous avez fait pour construire. Aujourd'hui, le Bénin est en marche. Ces organisations telles que la CA, qui vient organiser une table ronde, témoignent de la vitalité de notre secteur économique et des institutions qui régulent ce secteur économique. Vous parlez de conditions qui sont réunies pour que ces investisseurs viennent au Bénin. Quelles sont justement ces conditions? Qu'est-ce qui a pu bien les attirer? C'est le cadre macroéconomique de notre pays. Quelle est sa nature, ce cadre-là? Ce cadre, c'est d'abord la fiscalité du Bénin qui a été complètement revue, reformée. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'aller aux impôts pour payer votre impôt. En ligne, vous faites vos déclarations, etc. et tout. Vous pouvez créer votre entreprise en 24 heures. La première année, pratiquement, si vous le déclarez, vous êtes défiscalisé. Il y a énormément d'avantages. Le Code des investissements a retrouvé toute sa place dans la promotion industrielle. Donc, tous les éléments nécessaires à l'essor économique du pays ont été mis en place. Nous ne pouvons pas les citer tous ici, mais vous avez en principal la fiscalité qui a été complètement revue. Il n'y a plus de fiscalité à vue, mais c'est plutôt une fiscalité véritablement d'assiette au vu de l'activité du commerçant ou de l'opérateur économique. Il n'y a plus de chasse aux sorcières aujourd'hui sur le plan des impôts. Vous payez ce que vous gagnez et au prorata des règles et de la loi fiscale du pays. Non, il y a des conditions très attractives qui ont été créées pour aujourd'hui permettre à tout entrepreneur, béninois ou étranger, véritablement de s'installer, de faire prospérer ses affaires. Ça, c'est important. Et qu'est-ce que le Bénin gagne, justement? Ce que le Bénin gagne, c'est que tous les pays du monde, vous savez, reposent leur économie sur le secteur privé. C'est le secteur privé qui permet l'essor d'un pays, ce n'est pas l'État. L'État est maintenant une institution régalienne qui met les dispositifs en place pour permettre au secteur privé maintenant de produire. C'est le secteur privé qui produit. La preuve, notre économie est basée pratiquement à 80% sur l'agriculture, qui emploie plus d'1 million de personnes, près de 2 ou 3 millions de personnes pratiquement. Donc l'agriculture étant le secteur le plus primordial, le poumon pratiquement de l'économie de notre pays, il y a des réformes profondes qui ont été menées, entre autres dans ce secteur névralgique et qui tend à rendre le Bénin autosuffisant alimentairement et à exporter sa production. Nous avons des réformes qui ont porté sur d'abord la suppression des sociétés un peu budgétivores, mais non productifs, qui existaient, pour se concentrer sur des zones agricoles à travers des agences de développement agricole qui ont été partitionnées en plusieurs zones. Et chaque zone va se spécialiser dans
une production déterminée, etc. et tout. Je pense que prochainement, quand vous inviterez le ministre de l'Agriculture, il pourra mieux vous l'expliquer. Mais ce qui est sûr, c'est ce que je vous disais, les conditions dans le domaine, par exemple, de l'agriculture ont été créées maintenant pour l'essor de notre agriculture, qui est le premier poumon de l'économie nationale. Vous avez le secteur du tourisme, vous avez le secteur du commerce tertiaire, vous avez le port autonome, nous allons y revenir. Vous voyez le sacré meilleur port de transit de l'Afrique de l'Ouest, c'est extraordinaire. Au début, les gens n'y croyaient pas, mais graduellement, les résultats sont là. Et on va continuer à espérer que des investisseurs continuent de s'intéresser au Bénin. Non, pas continue. Pour le moment, les investisseurs ne s'intéressent pas encore, comme vous ne le voyez pas encore. De partout à travers le monde, les gens s'apprêtent à véritablement venir s'installer au Bénin. Parce que le cadre macroéconomique est créé. Le cadre institutionnel est désormais stable. Le cadre politique qui a connu quelques petits balbutiements va, nous l'espérons, bien se stabiliser très rapidement parce que c'est un peu le socle pour l'émergence et la concrétisation. C'est très primordial. Mais les réformes dans ce secteur aussi étaient indispensables. Un pays ne se développe pas sur la base de l'économie. Un pays se développe sur la base de son organisation politique. Vous voyez les dragons d'Asie, la Chine, Singapour, etc. et tout. Même en Afrique ici, le Botswana, le Rwanda, qui est sorti d'un génocide, etc. et tout, et qui en 20 ans s'est stabilisé. Vous avez l'île Maurice, vous avez le Sénégal, vous avez la Côte d'Ivoire. C'est une certaine organisation. Notre organisation politique nous permettra d'émerger. Vous savez, il y a une décennie environ, ou 2 décennies, le Nigeria était dans une situation économique catastrophique. Mais avec une bonne démocratie, une bonne organisation, il n'y a que 3 ou 4 partis politiques au Nigeria, en tout cas 3 grands partis politiques, et ils prennent d'une manière rotative le pouvoir pour gérer leur pays. Avec cette stabilité politique, le Nigeria est en train de faire un bond en avant et aujourd'hui est le premier pays sur le plan économique et sur même la stabilité politique. Et c'est le premier pays où les gens viennent investir. L'objectif des réformes dans le secteur politique, si vous voulez, nous en parlerons, ne visait pas. Vous savez, toute réforme qui touche un grand nombre de personnes et qui touche les intérêts suscite beaucoup de polémiques. Mais nous pensons que l'amour de notre pays et les ambitions que portent chacun des acteurs politiques pour notre pays vont permettre à ce que nous ramenions la balle à terre et qu'autour d'une table, nous fumions le calumet de paix pour que nous redémarrions véritablement le jeu politique, qui fait la fierté aussi parce que nous étions très appréciés à travers le monde pour notre modèle démocratique. Mais la métamorphose après 30 ans d'expérience ne permettait pas le développement. Aujourd'hui, le changement de cap, le changement de paradigme dans la gouvernance du système partisan a créé quelques échauffourées, mais nous pensons que tout changement crée des frictions qui vont finir par s'estomper très rapidement. Et cette stabilité politique-là, tant souhaitée pour un réel développement économique, ça nécessite aussi des concessions de toutes parts, des sacrifices de part et d'autre. Le 20 mai dernier, le chef de l'État avait déjà annoncé d'ailleurs sa volonté d'échanger très prochainement avec les acteurs politiques. Il a parlé d'échanges francs et directs. Et après, ceux qui n'ont pas pu participer aux dernières élections ont affirmé que c'était de la poudre aux yeux, qu'ils ne vont pas répondre à cette invitation. C'est quand même primordial, non? C'est primordial, c'est absolument indispensable que l'opposition mette la balle à terre. Nous pensons que nous n'avons qu'un seul pays, c'est notre pays à nous tous. Ce n'est pas le pays du chef de l'État à lui seul. Et je pense qu'après le chef de l'État, il y aura d'autres présidents de la République, et il y aura toujours des décennies. Donc nous devons toute raison garder, nous dire que le chef de l'État a une vision pour son pays. Il l'a dit avant les élections qu'il fera des réformes du système partisan. Dans le livret, le nouveau départ, tout était expliqué. Quand il est arrivé au pouvoir, au début. Tout le monde était d'accord au début. Oui, mais après, on a vu... C'est les intérêts qui ont été plus ou moins compromis. Les gens, dans leurs calculs, n'ont pas su rapidement comprendre les enjeux. Et aussi, il y avait aussi un déficit. L'opposition n'a pas réussi, c'est malheureux, à se regrouper. Vous savez, au niveau des partis qui soutenaient la mouvance présidentielle, vous l'avez dit en présentation, je suis président de parti politique et d'une grande coalition. Mais nous nous sommes fondus dans un grand ensemble, près de 80 partis politiques. Je pense que ce qui a manqué, et qui est même le nœud
dont personne ne parle aujourd'hui, qui est le nœud de tout ce qui est arrivé, c'est parce que les partis politiques de l'opposition n'ont pas réussi à fusionner et à créer de nouveaux statuts, à se conformer intégralement aux nouvelles dispositions de la charte des partis politiques et du code électoral. Parce qu'ils avaient fusionné, il n'y aurait pas eu des saupoudrages de leur parti d'origine qui ont laissé quelques coquilles, qui ont entraîné les rejets des dossiers, etc. et qui nous met aujourd'hui dans une situation un peu difficile. Je le dis, je lance un appel à l'opposition pour que cette opposition mette la balle à terre et que, autour d'une table, le chef de l'État donne le top, le dialogue, dans la franchise, dans la sincérité et la vérité. La commission de la CEDEAO, comme le conseil des chefs d'État de la CEDEAO, a aussi lancé un appel dans ce sens pour qu'il y ait un dialogue fécond. Comment voulez-vous qu'il y ait un dialogue lorsque les gens ne veulent pas s'asseoir sur la table pour parler? Nous disons aux opposants de venir, quelle que soit leur revendication, quelle soit leur position, surtout de la table, qu'ils vont déposer leurs attentes, qu'ils vont dire voilà ce que nous souhaitons et que des discussions vont s'engager. Dans un dialogue, dans une négociation, chacun va faire des concessions pour qu'on arrive à un point. Le plus important, c'est le Bénin. C'est le Bénin qui doit gagner. Et toutes les filles et tous les fils de ce pays attendent vivement ce dialogue pour que nous mettions aux oubliettes ces malheureux moments que nous avons vécus pour notre peuple. Justement, pour un réel développement. Et parlons justement de développement lors du 40e conseil annuel de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui s'est tenu à Lomé du 24 au 27 juin dernier. Le Bénin, le Ghana et le Togo ont été primés dans diverses catégories. Et en ce qui concerne le Bénin, c'est le port autonome de Cotonou qui s'est vu décerner le Grand Prix de transit. Le prix a été décerné par la Fondation African Ports Award. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau du port autonome de Cotonou, il y a une certaine fluidité au niveau de l'import-export, au point de pouvoir plaire aux étrangers à des conseils du genre pour pouvoir distinguer le port autonome de Cotonou? Bon, tout comme les autres secteurs de la vie sociopolitique et économique nationale, nous avons parlé de l'agriculture, nous avons parlé des entreprises, de l'éducation, etc. Il y a eu des réformes profondes qui ont été menées au niveau du port. D'abord, la dématérialisation des activités au niveau du port, aujourd'hui, est une réalité. La première source qui faisait un peu fuir les pays de l'Interland et qui n'encourageait pas les opérateurs économiques des pays de l'Interland à venir chez nous, c'est les tracasseries, les multiples tracasseries. Aujourd'hui, un opérateur à distance peut suivre l'ensemble de ses commandes, payer à distance par carte, ne plus être soumis aux aléas des individus dans le secteur et dans le circuit du port. C'est une des réformes majeures que le chef de l'État conduit. Le second point, vous savez, notre port a été arrimé, quelque part sa gestion a été arrimée au premier port mondial, c'est le port d'Anvers. Oui. Ce qui était extraordinaire, ce n'était pas gagné d'avance, mais là aussi le chef de l'État... Au début, ça a suscité beaucoup de grincements de dents, beaucoup de polémiques, au niveau notamment du milieu politique. Du milieu politique, du milieu des acteurs porteurs, etc. Et tout. Chaque fois, je vous donne un exemple, lorsque dans votre maison, vous avez des enfants, chaque fois que vous prendrez une décision, où les enfants vont se dire que la décision que papa a prise va m'enlever quelques intérêts, sans voir sur le long terme les intérêts qu'il va gagner, ça crée des grincements de dents. Même votre épouse, si vous dites, ben tiens, je vais diminuer un peu ton revenu mensuel pour que nous puissions économiser pour construire une belle maison, pour faire offrir à nos enfants un bel avenir d'études aux États-Unis, etc. et tout, il y aura des grincements de dents. Tout changement structurel, organisationnel, dans une société, créer quelques grincements de dents. C'est le propre de l'humain. Ce n'est pas seulement au Bénin, aux États-Unis, en Europe, en France, partout. Dès qu'il y a une réforme, il y a des grincements de dents. Mais est-ce qu'il faut toujours faire marche arrière? Non. Lorsqu'on est un bon gouvernant, on doit pouvoir prendre des décisions courageuses qui projettent votre pays dans le futur. Nous ne pouvons pas compter que sur aujourd'hui, mais aussi prévoir pour les générations futures. Les réformes dans le secteur portuaire aujourd'hui commencent pas à porter leurs fruits. Nous avons un secteur portuaire assaini, une dématérialisation complète, des procédures douanières simplifiées mais efficaces pour les recettes de l'État, pour les caisses de l'État, etc., etc. Donc aujourd'hui, cette notation est bien méritée et ce n'est que le début d'une odyssée qui sera extraordinaire bientôt.
Entre-temps, on a entendu dire que le port de Lomé, par exemple, était beaucoup mieux exploité que le port autonome de Cotonou, que les transitaires, enfin, les importateurs préféraient Lomé que Cotonou. Aujourd'hui, est-ce que le tir a été corrigé? Le tir est définitivement corrigé. Je vous l'ai dit tantôt, c'est un peu la pagaille qui régnait que ce soit au niveau de l'administration portière ou des acteurs portières, où tout le monde était roi, tout le monde prenait les décisions qu'il voulait, chacun faisait ses affaires pour gagner de l'argent, au détriment de l'État, évidemment. Aujourd'hui, tout est complètement sous contrôle. Le port d'Anvers, qui maîtrise complètement la gestion, et hisse notre pays au rang des ports les plus appréciés dans le monde. La gestion qui est dématérialisée, la fiscalité portuaire, le cordon douanier qui est simplifié et regroupé en un guichet unique, où les opérateurs n'ont plus à payer à plusieurs acteurs en même temps, mais à un seul endroit. Vous avez le contrôle des importations qui a été centralisé et qui est mieux structuré aujourd'hui pour une meilleure évaluation des importations et des poids, volumes, etc. Et tout. Donc, nous sommes dans une dynamique. Et je vous dis, d'ici 2-3 ans, Monsieur Jéki, nous allons nous retrouver et vous allez voir que notre port sera pratiquement le premier port de l'Afrique de l'Ouest. La pagaille, aucun développement, aucune rentabilité, aucune performance ne peut se faire dans une certaine anarchie organisationnelle. Aujourd'hui, tout est structuré, tout est organisé avec rigueur et avec compétence. Que devient le programme, le PVI, le programme PVI Nouvelle Génération? On sait qu'il y avait d'abord eu un PVI dans le régime précédent, après ça a été revu, les douaniers n'étaient peut-être pas d'accord au début, mais avec le nouveau régime, on a senti une certaine harmonie. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours employé au port autonome de Cotonou avec de bons résultats? Mais absolument, c'est avec de très bons résultats. C'est toujours employé parce que ce qu'on avait appelé en temps PBI, c'est ça, aujourd'hui, Bénin contrôle. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est des institutions qui existent un peu partout dans tous les pays. D'autres pays se sont regroupés pour créer des compagnies communes, qui sont des compagnies qui certifient en fait la valeur des produits que vous importez. Je donne un exemple très simple. J'importe du riz pour environ 10 kilos. Oui. Le riz arrive au port de Cotonou. Entre-temps, je m'entends avec un acteur du port, je dis, j'ai importé 2 kilos de riz. Donc en réalité, je vais payer la douane pour 2 kilos de riz, pas pour 10 kilos de riz. Le rôle de Bénin Contrôle et de ces programmes de vérification, c'est de s'assurer que la déclaration des 2 kilos équivaut réellement à ce que le bateau a déchargé, à ce que contient le conteneur. Deuxièmement, vous pouvez dire, j'ai importé du riz dans un conteneur, mais en réalité, dans le conteneur, il y a du riz, il y a de l'huile, il y a etc., il y a d'autres produits. L'organisation vérifie qu'est-ce qui est contenu exactement dans le bateau qui a déchargé, évalue la valeur des marchandises contenues. Alors, vous comprenez que des cas comme ça ne peuvent que faire grincer les dents. Parce que les opérateurs économiques qui étaient habitués à faire des affaires pour minorer les droits de douane à payer, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Parce que, automatiquement, dès que les connexements sont mis à disposition, dès que les marchandises arrivent au port, Bénin Contrôle, qui est en rapport avec toutes les organisations de contrôle au monde, vérifie et confirme la quantité, la qualité et le nombre de produits contenus et indique la valeur douanière à percevoir au niveau du cordon douanier. Résultat, l'État gagne. Et les recettes de l'État ont flambé. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que les ressources internes de notre pays, la mobilisation des ressources internes de notre pays ont été multipliées pratiquement par 10. Et vous voyez, c'est pour ça que d'ailleurs même le ministre des Finances a aussi eu une dissection comme meilleur ministre de l'Afrique, de notre zone. Le travail paye, le début est difficile, mais je demande à mes concitoyens d'avoir patience et de croire en ce qui est fait. Le nouveau départ était mal compris. Lorsque nous disons nouveau départ, en termes de vocabulaire, de dictionnaire, cela veut dire quoi? Je recommence à partir d'un
d'une nouvelle méthode, d'une nouvelle manière de faire, d'une nouvelle méthodologie, d'une nouvelle rigueur dans tous les secteurs. Le nouveau départ voulait dire que nous allons reformer notre pays pour le porter sur véritablement le point de départ du décollage. Le développement est un processus qui s'engage. Le développement est des étapes à franchir. Et les étapes, c'est d'abord l'assainissement de notre environnement socio-économique et culturel. Des réformes ont été faites dans le secteur de l'éducation. Vous voyez aujourd'hui, les écoles ne foisonnent plus, les écoles privées. Des diplômes de licence ont été, et de master professionnels ont été lancés. Avant, c'est les écoles qui délivraient leurs diplômes. C'est les examens nationaux. C'est les examens nationaux. Les réformes qui portent leurs fruits sont extraordinaires. Vous avez vu les résultats au CEP, au BPC et bientôt au bac. Vous avez vu notre pays, plus de grèves, l'année scolaire complètement stable, à la satisfaction des parents, d'élèves et des élèves qui, entre-temps, sur 9 mois de cours, c'est à peine 4 mois de cours réels qui étaient faits. Donc, nous pensons que notre pays, aujourd'hui, est à la croisée des chemins. Le président Patrice Talon a pour ambition de mettre notre pays sur un piédestal qui lui permet de décoller définitivement. D'autres, après lui, vont venir pérenniser et renforcer. On dit, il y a ceux qui créent, il y a ceux qui développent et il y a ceux qui pérennisent. Ce sont les 3 étapes réellement d'une nation, d'une entreprise, etc. Et tout. Et nous sommes dans la bonne voie. La seule chose aujourd'hui à régler, c'est que nos concitoyens comprennent que les réformes politiques sont indispensables pour véritablement visser, pour véritablement installer la culture du développement, la croissance que nous souhaitons tous, comme la loi de programmation l'indique, à 9,5%, voire une croissance à 2 chiffres. Et pour justifier cette distinction du port autonome de Cotonou, selon l'agence Ecofin, le port autonome justement a clôturé les 5 premiers mois de l'année 2019 avec des marchandises de 4 655 854 tonnes. Est-ce que c'est un chiffre encourageant pour un port? C'est un chiffre encourageant parce que c'est un début. Il faut comparer, pour faire une bonne comparaison. Ça, c'est les 5 premiers mois de l'année. C'est les 5 premiers mois de l'année. Quand vous comparez ces 5 premiers mois par rapport à l'année passée, vous allez, les 5 premiers mois de l'année passée, vous allez voir qu'il y a une progression d'environ 30%. Quand vous comparez cette progression par rapport à 2016, il y a une progression par rapport à 2015. Ça veut dire que chaque année, on imprime graduellement une évolution. Donc, comme un enfant qui naît, qui apprend d'abord à s'asseoir, ensuite à marcher, tituber, ensuite courir, c'est ainsi. Les réformes sont terminées, le décollage commence graduellement et va prendre au fur et à mesure de la vitesse. C'est ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Le port est sur la bonne voie, les réformes portent désormais leurs fruits et nous pouvons espérer que le port, qui est le 2e poumon de notre économie, puisse véritablement être sport. Mais je vous l'annonce déjà, bientôt le secteur du tourisme va être le 2e poumon de l'économie et le port le 3e poumon. On verra ça tout à l'heure. Professeur Auguste Videgla, il y a aussi un autre port qui est mis en service, le port sec de Parakou. Ça va apporter quoi concrètement à l'économie nationale? Ce que ça va apporter d'abord, c'est le décongestionnement du port et la fluidité du trafic et une meilleure facilité aux pays de l'Interland qui sont pratiquement 70% de nos clients, de nos gros clients. Je parle du Niger, du Mali, du Tchad, etc. et tout, qui passent par le port de Cotonou pour leur approvisionnement etc. et tout. Le port de Parakou, le port sec de Parakou rapproche le port physique des consommateurs que sont les pays de l'Interland. Un opérateur économique nigérien ou malien ou burkinabé n'est plus obligé de venir jusqu'au port de Cotonou. Lorsque ces marchandises arrivent par le bateau au port, ces marchandises sont acheminées directement sur Parakou. Ces conteneurs sont entreposés là. Ils viennent là faire les formalités, payent la douane là-bas, par Cotonou, et retournent dans son pays. Au lieu de faire... Ça va coûter sa distance. Ça coûte sa distance, ça facilite et ça réduit le temps de traitement des dossiers, parce que le port de Cotonou, c'est aussi un peu le Nigeria, c'est les Béninois aussi, etc. et tout. Donc c'est quelque part un port sec dédié au pays de l'Interland.
D'accord. Alors, pour que ce port sec-là soit vraiment opérationnel et puisse remplir toutes ces missions-là, il faudrait aussi que le projet épine dorsale soit concrétisé, non? Mais l'épine dorsale est en cours de concrétisation. Parce que vous savez, comme nous l'avons dit dans le développement, les réformes sont un ensemble de dispositifs synergiques. En fait, dans la gouvernance du président Patrice Talon, du Nouveau Départ, il n'y a pas un élément ou une réforme qui est un secteur isolé. Tous les secteurs concourent à un objectif précis. Je donne un exemple qui sort un peu du problème du port. Les réformes dans le secteur de l'éducation. Vous savez, notre pays n'a pas de main-d'œuvre. Aucun industriel, les investisseurs dont vous parlez, ne viendra investir au Bénin. Parce qu'il vient, il n'y a pas de main-d'œuvre. Je vous le dis en réalité. Il n'y a pas de main-d'œuvre. Nous avons beaucoup de diplômés dans les lettres, en médecine, dans tout ce qui est secteur tertiaire. Mais dans le secteur industriel, dans le secteur manufacturier, nous n'avons pas de main-d'œuvre. Nous n'avons pas de techniciens qualifiés. Nous n'avons pas d'ingénieurs. Alors, quel investisseur va venir? Les réformes dans le secteur de l'éducation visent à créer et à mettre à la disposition du secteur privé le maximum de main-d'œuvre qualifiée pour les sœurs du tissu économique. C'est la même chose pour l'épine dorsale. Vous avez le port sec de Parakou, vous avez le port autonome de Cotonou, vous avez le port en eau profonde de Sémécoudi, vous avez l'intégration régionale, etc. et tout qui est en cours. Donc, vous avez tout un ensemble. Vous avez la boucle ferroviaire qui, les négociations, je pense, sont en cours. Je ne me prononce pas trop parce que je ne suis pas complètement au cœur du dossier. Je pense que les négociations sont en cours entre tous les pays, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina, le Niger, etc. Pour la boucle ferroviaire, je pense que les Chinois vont bientôt commencer, etc. et tout. Donc cette boucle ferroviaire va rentrer dans le cadre complètement de l'aboutissement de l'épine dorsale qui est créée. Le Bénin va devenir effectivement le hub de l'Afrique de l'Ouest. Parce que d'abord, la côte béninoise, elle est plus longue que la côte des autres pays. Le Bénin bénéficie d'un positionnement géographique enviable dans la sous-région. Il est à la porte du pays le plus vaste pays, le plus peuplé d'Afrique de l'Ouest, pratiquement 200 millions d'habitants, le Nigeria, etc. et tout. Donc, tous ces avantages sont des éléments que la gouvernance essaye de mettre en synergie pour créer les conditions pour le développement économique. Justement. Et on le disait à l'entame de cette émission, il y a eu l'agence de notation Standard & Poor's qui a confirmé la note B+ stable pour le Bénin. On sait que l'année dernière, on avait obtenu la note B+ déjà. Du point de vue économique, lorsqu'on reçoit une telle note, ça signifie quoi concrètement pour une nation? Pour une nation, ça signifie que, vous savez, au niveau mondial, il y a des organismes, il y a Standard & Poor's, il y a Fitch, il y a plusieurs, je pense 3 ou 4 de renommée mondiale. C'est des sociétés d'évaluation comme sous forme d'assurance qui évaluent les performances économiques, les performances financières des pays et des grandes multinationales au niveau mondial. Alors, si Standard & Poor's, qui est la première compagnie mondiale de notation, attribue la note B stable au Bénin, c'est que nous sommes bénis des dieux, je peux dire ainsi. Fondamentalement, mes concitoyens ou nos téléspectateurs qui vont dire, mais en quoi cela a changé ma poche? Justement. En quoi cela a changé le panier de la ménagère? En quoi En réalité, si vous voulez atteindre une performance économique, vous devez commencer d'abord par assainir vos finances. Je donne un exemple. Vous avez un salaire à la fin du mois. Je peux dire un salaire fictif. Vous avez un salaire, supposons, de 200 000 francs CFA par mois. Ce salaire, vous l'avez domicilié dans une banque. D'accord? La banque vous dit, vous avez la possibilité de prendre chaque mois des prêts à hauteur de votre salaire. C'est-à-dire des découvertes. Si chaque mois vous prenez des découvertes à hauteur de votre salaire, vous devez calculer les intérêts que vous payez. Et des intérêts qui vont se multiplier chaque mois. Vous allez prendre des crédits, crédit rentrée, crédit fête, crédit ci, crédit ça. Au bout du compte, c'est que à la fin du mois, vous vous retrouvez au lieu de 200 000 avec 20 000, 30 000 francs de salaire. Résultat, à la maison, il n'y a plus à manger. Les enfants se plaignent. Vous avez du mal à payer la scolarité
parce que vous n'avez pas su faire une analyse financière adéquate des ressources que vous avez et de votre capacité à vous endetter en adéquation avec vos ressources. Voilà simplement ce que ça veut dire. La performance économique, et financière plutôt, consistait à partir des ressources mobilisables du Bénin, à partir des capacités d'endettement du Bénin, à partir des projections économiques et fiscales, à stabiliser les finances du pays avec rigueur et pragmatisme. Ce que le Bénin a réussi avec brio. On ne s'endette pas trop, on investit avec justesse, on s'endette avec des conditions particulières, on crée des conditions attractives et on crée des niches fiscales qui permettent aux finances du pays de s'améliorer, etc., etc. Donc aujourd'hui, le Bénin a des finances assainies, a une gestion financière véritablement appréciée par ces compagnies de notation. Comment est-ce que ces performances financières vont atterrir dans le panier de la ménagère? C'est la grosse question. La grosse question, je reprends toujours l'exemple de votre salaire, Monsieur Gilles Chris. Vous avez 200, je ne dis pas que vous avez 200 000, c'est un exemple. Bien sûr. Vous avez 200 000 francs de salaire. Alors, vous vous êtes dit, dès que j'ai 200 000 francs, je vais m'efforcer sur les 3 prochaines années à faire de l'économie. Au lieu d'aller au niveau de ma banque, de faire tous les prêts que la banque me propose, qui ne sont pas des prêts gratuits, qui sont payants, et qui rognent mes 200 000 francs, je vais dire désormais, chaque mois, je vais économiser 100 000 francs CFA. Quelles que soient les difficultés, je m'entends avec madame, avec les enfants, je fais une réunion avec eux, je dis désormais, sur mon salaire de 200 000, je mets 100 000 francs CFA en compte bloqué. Quelles que soient nos difficultés, nous allons nous contenter des 100 000 francs restants que nous allons répartir dans le ménage. Au bout de 3 ans, j'aurai 3 millions de francs CFA. Avec les 3 millions de francs CFA, nous allons investir, madame, on va créer un commerce pour toi. Quel type de commerce nous pouvons faire qui puisse être rentable et rapporter de l'argent? Ah tiens, il y a tel produit, si on l'achète à 1 franc, nous pouvons le revendre à 3 francs. Ça nous donnera des bénéfices de 2 francs CFA. Donc, l'économie de 3 millions faits est réinvestie dans un commerce rentable en même temps que monsieur continue pas à gagner ses 200 000 francs CFA. Sans recourir à des prêts usuriers. Excusez-moi, les banques ne vivent que sur les intérêts des clients. Je ne dis pas de ne pas aller vers les banques, hein. Ce sont eux qui régulent l'économie, qui mettent des ressources à notre disposition. Mais aussi, il faut une certaine rigueur. C'est parce que vous avez accès facile aux ressources qu'il faut aller vers ces ressources. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de créer les conditions pour pouvoir répartir après les richesses. Lorsque le Bénin va faire assez d'économies, va assainir ses finances, il va pouvoir investir dans l'éducation. Les écoles qui vont être construites partout. Améliorer le salaire des enseignants. Parce que les enseignants, ce sont eux, grâce à eux que nous sommes là, grâce à eux que nous avons des compétences, grâce à eux que nos enfants acquièrent de la connaissance. On améliore leurs conditions financières pour qu'ils vivent mieux. Les médecins qui nous soignent, améliorer leur salaire. Récemment, il y a eu amélioration des salaires des médecins. Pratiquement, leur salaire a été multiplié par 2. C'est grâce à quelles ressources? Grâce aux performances financières pour répartir ces richesses. Construire les hôpitaux, les routes. Est-ce que nous allons continuer à prêter de l'argent pour construire des routes ou il nous faut des moyens pour construire des routes? Pour moderniser notre pays, donner accès Internet à notre population, etc. Donc, si on ne crée pas les conditions financières, une rigueur financière pour créer des ressources de réserve qui servent maintenant à réinvestir dans des secteurs qui vont rapporter des secteurs productifs tels que l'agriculture, tels que le tourisme, etc. et tout, pour que les ressources, les richesses se créent pour réinvestir dans les secteurs sociaux qui permettent l'épanouissement de nos populations. Voilà en fait le mécanisme. Vous ne pouvez pas investir dans le secteur social si vous n'avez pas d'argent. Je donne toujours l'exemple. Monsieur Jekis a 200 000 de salaire par mois. Il a des cousins au village qui l'appellent pour dire l'oncle est malade, le cousin est malade, la cousine est malade. C'était aussi la rentrée où les parents qui n'ont pas de moyens disent je dois payer la scolarité. Il n'a que 200 000. Comment il fait?
Il peut payer les médicaments de ses parents au village, payer la scolarité des autres enfants de ses parents, etc. C'est difficile. Et s'occuper de lui-même, c'est mission impossible. Alors, M. Zirkis, qui dit qu'il est un social, un philanthrope, c'est lui qui aide tout le monde, il a 200 000, il dit, bon, aux parents, je vais envoyer 60 000 pour se soigner parce qu'ils sont malades, on ne peut pas les laisser comme ça. Aux autres qui n'avaient pas de scolarité, il envoie 50 000 francs. Au bout du compte, il se rend compte que sur ces 200 000, il ne reste que 20 000 francs. Les 20 000, il peut ni payer lui-même les frais de scolarité de ses propres enfants. Il ne peut pas, s'il était en location, payer le loyer, il ne peut pas nourrir sa famille. Ce n'est pas possible. Alors que si M. Gilles Christ s'était contenté d'être plus rigoureux au début, économiser, investir dans un secteur productif qui lui rapporte de l'argent, ce n'est pas 60 000 qu'il allait envoyer au village, mais 5 millions, 10 millions pour dire, je vous envoie pour créer une richesse vous-même à la base. Voilà en fait les mécanismes qui permettent à un pays de se stabiliser. Je ne sais pas si j'ai pu donner quelques explications. Vous avez été suffisamment pédagogique sur cette question. Et ça explique le long processus vers la croissance, vers, on va dire, un ouf de soulagement des populations. Exactement. Mais justement, la CEDEAO récemment a aussi dit que le Bénin est premier pays dans son espace à garantir la libre circulation des personnes et des biens. Alors, quelle en est la portée économique ou même financière, si vous le voulez? D'abord, avant de parler de cette portée économique, tout à l'heure, j'ai oublié de parler d'une chose. Vous voyez, quel est l'élément vital pour un être humain? Pour que vous soyez en vie, il faut un élément important, vital. C'est lequel? C'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Parce que l'eau, c'est la santé, l'eau, c'est l'éducation. Si vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez pas vivre. Le gouvernement a fait de l'accès à l'eau potable à tous les Béninois, d'ici l'horizon 2022, une priorité absolue. Et c'est des centaines de milliards d'investissements. D'où vont venir ces ressources? Ces ressources, il faut les générer, etc. et tout. Donc, je reviens encore à votre question pour dire que dans le secteur du tangible, de la libre circulation des personnes et des biens, c'est un élément qui est consacré par la charte même de la CEDEAO depuis sa création, mais qui n'était pas une réalité. Aujourd'hui, le Bénin a levé ce qu'on appelait la carte de séjour. Un étranger n'a plus besoin de carte de séjour, en tout cas pour la majorité des pays africains. Beaucoup de pays africains n'ont plus besoin de visa pour venir au Bénin. Pratiquement tous les pays africains. C'est extraordinaire. Or, je vous le dis, en réalité, tous les autres pays de la sous-région, lorsque vous êtes un Béninois, vous allez au Niger, vous devez prendre une carte qu'ils appellent carte de résident. Etc. Au Bénin, on a supprimé. Un Nigérian qui veut aller en Côte d'Ivoire doit prendre un visa, etc. et tout. Aujourd'hui, le Bénin a aboli les frontières en matière de circulation des personnes. Vous avez votre carte d'identité, vous avez votre passeport, vous êtes un Africain, vous venez et vous partez du Bénin comme vous voulez. Mais dans le même temps, est-ce que ça ne pose pas des problèmes sécuritaires pour le Bénin? Ça ne cause aucun problème sécuritaire. Je vous l'ai dit tantôt, la gouvernance du nouveau départ, c'est un mécanisme intégré d'un ensemble. Les réformes portées dans le secteur sécuritaire, notamment au niveau de la police nationale, qui est devenue police républicaine, gendarmerie et police, visaient justement à garantir la sécurité. Les réformes ont été menées dans le secteur sécuritaire, des dispositions sont prises. Dans le secteur du numérique, où beaucoup de réformes ont été faites aujourd'hui pour dématérialiser le recensement, le RAVIP qui a été fait, le recensement tant des nationaux que des étrangers, vise à maîtriser le flux de la population béninoise et à garantir la sécurité parce qu'on connaît chaque individu par rapport à l'ensemble des données qu'on a récoltées sur lui, etc., etc. Donc, je ne peux pas tout vous décrire ici, sinon vous allez comprendre que chaque secteur est intégré et a un objectif complètement synergique. La libre circulation des personnes et des biens, la suppression des visas pour les pays africains, la sécurité, l'ensemble est intégré dans une démarche unique visant le développement. Vous savez, les États-Unis d'Amérique, vous savez pourquoi ils sont devenus, depuis des décennies aujourd'hui, pratiquement plus d'un siècle, première puissance mondiale? C'est le pays où il y a plus
d'étrangers qu'autochtones. Les Américains sont à 90% des étrangers. C'est les Français, c'est les Irlandais, c'est les Écossais, c'est les Sud-Africains, c'est etc., etc. Parce que c'est les étrangers qui ont contribué à l'essor économique des États-Unis. Comme d'ailleurs même la majeure partie des grands pays de ce monde. Donc on ne peut pas être un pays, vouloir le développement et dire qu'on freine l'immigration. Je donne un exemple simple dans Cotonou. Je suis sûr que M. Gilles Christ, de temps en temps, les soirs, va avec madame pour prendre un café, ne serait-ce que pour prendre l'air, même s'il y a du café à la maison. C'est dans une cafétéria. Mais lorsqu'on arrive dans cette cafétéria, c'est soit un Malien, soit un Guinéen, soit un Nigérien, etc. et tout. Les commerces d'électricité, commerces informels ou semi-informels d'électricité, sont tenus par la majeure partie des concitoyens de la sous-région du Niger, etc. et tout. Et il y en a beaucoup, les pièces détachées, etc., etc. Donc, ils apportent une certaine vitalité. Les secteurs de l'économie où les nationaux ne s'intéressent pas, les étrangers s'approprient. La Côte d'Ivoire est devenue pratiquement pionnier. Mettons, locomotive de l'économie de l'UEMOA, des 8 pays de l'UEMOA, grâce au flux massif que le pays a suscité vis-à-vis des étrangers de la sous-région, les Burkinabés, les Béninois, etc. et tout. D'ailleurs, même beaucoup ont fait fortune dans ce pays. C'est pareil pour le Gabon. C'est les étrangers qui ont créé l'émigration pour que ce pays soit loin. Aujourd'hui, pour nous demandons aux pays africains de venir investir, de venir travailler, de venir produire au Bénin pour produire de la richesse au profit de notre pays. Très bien. Produire cette richesse-là aussi, ça passe par la collaboration avec d'autres pays qui ont un taux de croissance assez satisfaisant, qui ont une économie très renforcée, notamment par exemple notre géant voisin de l'Est, le Nigeria. On estime, certains économistes estiment que le Bénin ne profite pas suffisamment de ce grand pays qui est à côté. Et le 20 juin dernier, le chef de l'État a fait une visite de courtoisie, mais aussi une visite de travail au Nigeria. Notamment, il a échangé avec son homologue Muhammadu Buhari. Au-delà d'une simple visite, quelles peuvent être les retombées de cette visite-là sur notre économie? Et au-delà même de cette visite, comment peut-on profiter, comme cela se doit, du Nigeria qui est à côté? Merci pour cette belle question. En réalité, nous revenons encore à la case départ, les réformes. Secteur touristique, secteur agricole, secteur portuaire, secteur de l'éducation. Nous avons 200 millions de consommateurs à nos portes, qui peuvent consommer tous les produits qui sont produits au Bénin. Mais savez-vous que jusqu'à récemment, nous faisions que de la réexportation. C'est-à-dire, on importe de l'étranger et on réexporte vers le Nigeria. Les produits agroalimentaires, les produits manufacturiers, vous avez, tout était réexporté. Et au milieu, il n'y a aucune création d'emplois, il n'y a aucun impôt payé, aucune douane payée. Il n'y a rien du tout. Le Bénin ne gagne rien et les Béninois ne gagnent rien. On ne crée que des richissimes hommes d'affaires qui importent, qui réexportent vers le Nigeria. Il n'y a pas de valeur ajoutée créée, il n'y a rien du tout. Alors, les réformes dans le secteur de l'agriculture tendent à ce que nous produisons suffisamment au plan agricole pour nourrir notre voisin nigérien. Tendent à créer suffisamment, c'est pourquoi on a créé les 7 pôles agricoles du Bénin. Il y a un pôle qui va par exemple se concentrer sur tout ce qui est secteur vivrier, un pôle qui va se concentrer sur tout ce qui est produits agricoles manufacturiers, tels que le coton, etc., etc. Un pôle qui va se concentrer sur une agriculture de rente. Et j'en passe. À partir de ces productions, le Nigeria, on peut exporter. L'objectif aussi, c'est de créer le maximum. Nous disons, nous voulons avoir des industries. Parce qu'en réalité, notre économie ne pourra jamais se développer si nous n'avons pas d'industrie. On dit l'emploi, l'emploi, l'emploi. Vous savez qui emploie? Dites-nous. C'est le secteur privé, c'est les industries. Ce n'est pas les entreprises du tertiaire. Non. Une entreprise du tertiaire comme une banque, comme une assurance, au plus, elle peut employer 100 personnes, pas plus. Mais une industrie peut employer 10 000, 20 000 personnes, 30 000 personnes. Donc, il faut créer des industries. Mais comment créer des industries lorsque nous n'avons pas de matières premières?
le sous-sol béninois n'a pas de matière première. Notre seule matière première, c'est l'agriculture. Mais est-ce que nous produisons suffisamment pour transformer localement? Non. Il faut faire des réformes dans le domaine de l'agriculture, produire suffisamment pour transformer les produits localement et exporter vers les produits. Nous avons le riz. Le riz est importé à 99,99%. L'objectif, il y a une zone rizicole aujourd'hui. Les réformes sont claires. Et vous allez voir, d'ici 2 ans, le Bénin va produire, consommer et exporter du riz parfumé qui était importé par le passé. Sérieusement? Oui, sérieusement. Sérieusement. L'huile, nous importions l'huile. Bientôt, nous n'allons plus importer l'huile, mais nous allons plutôt exporter l'huile. Et les jus de fruits. Tous les jus de fruits que nous consommons en boîte ou en canette, etc. Heureusement que d'autres petits pionniers ont commencé tels que des jus, je ne veux pas leur faire publicité, oui, mais vous les connaissez très bien, bien sûr, ont commencé à produire, mais vont s'intensifier pour que nous produisons et exportons vers les autres produits, vers les autres pays. Donc le Nigeria, j'ai fait cette introduction pour démontrer que nous ne pouvions en aucun cas bénéficier d'une manière ou d'une autre des énormes atouts du Nigeria sans mener des réformes internes qui nous permettent de créer les bases économiques nécessaires pour envoyer vers notre pays, notre voisin le Nigeria, tout ce dont il a besoin, que ce soit dans le domaine agricole, manufacturier, etc. Et tout. Donc, les deux pays ont une relation séculaire, c'est des pays frères, amis, de toujours. Vous savez d'ailleurs même que la grande ville la plus proche du Bénin s'appelle Benin City, dans le Nigeria, à peine à 80 km de Cotonou. Donc, c'est pour dire que nous avons tout à y gagner. Les réformes qui sont menées visent à faire du Bénin le point d'ancrage pour le Nigeria en matière d'approvisionnement, en produits agricoles, en produits manufacturiers, etc., etc. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire. La visite du chef de l'État n'était pas que politique, n'était pas qu'amicale. Elle était aussi pour renforcer les liens d'amitié, de fraternité et les liens économiques qui unissent les deux pays. Nous ne pouvons pas continuer à vivre par ce qu'on appelle le FAYAO. C'est ça, le terme, je ne me trompe pas, non? Le FAYAO a été toujours l'élément moteur qui enrichit des individus qui n'ont pas d'entreprise formelle parce qu'ils n'emploient pas beaucoup de gens. Donc aujourd'hui, c'est de rendre le secteur dynamique. Si M. Jéki décide demain de quitter le journalisme pour créer son entreprise, il a déjà toute la plateforme nécessaire pour créer son entreprise en une journée et aller à l'assaut du grand géant Nigeria pour vendre ses produits. Ça peut être dans le secteur tertiaire. Pourquoi ne pas devenir le grand reporter francophone au Nigeria? Vous savez que les écoles privées béninoises ont beaucoup de clients du Nigeria pour former dans le secteur, enfin, pour les initier en français, etc., etc. Donc, c'est pour dire que les avantages sont énormes. Mais il faudrait d'abord que nous assainissions notre secteur socio-économique et culturel pour pouvoir bénéficier de ce grand géant. Justement. Ouais. Alors, dans ce même contexte, lorsqu'on fait tout ça, on ne peut véritablement pas se développer lorsqu'on n'a pas de l'énergie. Et on sait que le Bénin a longtemps souffert des problèmes énergétiques. Il y a eu des délestages chroniques ces dernières années. Mais on a aussi constaté qu'à l'arrivée de ce pouvoir-là, il y a eu un grand effort qui a été fourni dans le domaine de la fourniture de l'énergie électrique. Et ce n'est pas encore totalement fini. Récemment, la centrale électrique thermique de Maria Gleta a été déclarée déjà prête pour fonctionner. Les 7 moteurs sont en rodage actuellement selon le ministre Donald Jean-Claude Oussou. Est-ce que vous avez effectivement la confirmation que Maria Gleta 2 va vraiment produire de l'énergie au Bénin? D'abord, Maria Gleta 2 va produire de l'énergie, suffisamment d'énergie, pas seulement pour la consommation domestique, mais surtout pour la consommation industrielle. Je reviens toujours à la case de départ, la synergie et l'intégration de l'ensemble des réformes en un seul bloc en réalité. Aucun industriel ne va venir ouvrir son usine au Bénin parce qu'il n'y a pas d'énergie. Comment vous pouvez créer une industrie, une grande usine, alors qu'il n'y a pas de courant électrique? Il y a des délestages tout le temps. Même le simple soudeur dans la rue, quelquefois, avant, il y a encore quelques années, le soudeur à Cotonou peut faire une semaine sans travail
Parce que chaque jour, c'est du délestage. Lorsque vous commandez une porte sur le soudeur, il va mettre du temps à vous livrer parce qu'il n'a pas d'énergie électrique. S'il doit payer un groupe électrogène, tout son bénéfice va être investi dans le gasoil pour alimenter son groupe électrogène. Il est obligé de vous surfacturer la porte qu'il va vous fabriquer. Donc l'énergie est le moteur tant social qu'économique. Donc c'est pour ça que des réformes ont été menées aussi dans le secteur énergétique. Il y a 3 grands axes qui ont été définis pour arriver à l'autosuffisance énergétique à l'horizon toujours 2020-2021 et à exporter de l'énergie vers les autres pays. Oui, en réalité, je vous dis. Nous avons d'abord les énergies de proximité, les énergies renouvelables, qui est un axe sur lequel le chef de l'État, le gouvernement s'investissent pour que bientôt il y aura un champ photovoltaïque qui sera mis en œuvre. Vous avez l'énergie conventionnelle, thermique, qui est en cours actuellement. Les centrales ont été réformées, les centrales thermiques ont été réformées. La turbine à gaz de Maria Gleta a été complètement... le projet a été mené à bon port. On est en phase de lancement de la production de l'énergie. Il y a des barrages qui sont en cours, d'autres à l'étape projet, d'autres déjà à l'étape pratiquement mûre et qui vont démarrer. Je vous donne un exemple de ce type d'investissement. Nous avons des cours d'eau dans notre pays, tels que l'Ouémé, le Zou, d'autres cours d'eau à l'intérieur, etc. Et tout. Alors, il y a des mini-barrages qui produisent de l'électricité qui peut desservir environ 100 000, 50 000, 20 000, 22 000 habitants. Donc, on fait un mini-barrage de proximité et on produit de l'électricité, on fait de l'irrigation locale, l'eau, l'agriculture, on donne de l'eau et de l'accès aux populations. Donc, c'est pour dire que l'énergie est vitale pour le développement. Et les axes définis, les réformes ont été menées, les financements nécessaires ont été mobilisés et les projets sont en cours. Bientôt, nous allons arriver à l'autosuffisance énergétique et exporter de l'énergie. Mais en quoi cela va bénéficier aux Béninois primaires, à notre société? D'abord, un enfant qui va à l'école, qui rentre, c'est le noir, il ne peut pas étudier. L'objectif, c'est de fournir de l'électricité à au moins chaque foyer dans chaque village de notre pays. Les villages les plus reculés, qui n'ont pas accès à l'énergie conventionnelle, auront l'énergie renouvelable, c'est-à-dire l'énergie photovoltaïque. L'énergie photovoltaïque, c'est quoi? C'est les champs de panneaux solaires. Ce n'est rien que ça. Donc, recueillir le soleil pour transformer ça en énergie la nuit. Donc, ce projet est en cours. Vous avez un peu l'éolienne, ou même, nous prenons Granvier. Granvier qui est une cité touristique extraordinaire, où le gouvernement a tout un programme pour le développement de cette cité lacustre classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons ce grand lac où on peut implanter de l'éolienne. D'ailleurs même, certains petits acteurs de la société civile, pas des petits, c'est des ONG qui ont déjà investi pour produire de l'éolienne. L'éolienne, c'est en fait quoi? Des genres de pales, de ventils qu'on met en place, on met des dynamos qui ont des fils enroulés qui reçoivent l'énergie et qui le distribuent. Donc les ventilateurs que nous avons chez nous à la maison, c'est à peu près des grands ventilateurs qu'on implante, et comme il y a du vent, c'est des grands lacs, ces ventilos tournent, produisent de l'énergie dans sous forme de dynamos géants et répartissent l'énergie au niveau de la population. Donc il y a une partie qui sera en éolienne, les thermiques qui est renforcé aujourd'hui. Vous voyez les délestages, même s'il y a des délestages, c'est 5 minutes de coupure d'énergie. Nous n'avons plus des coupures d'1 heure de temps, de 2 heures d'une journée dans notre pays depuis un moment. Donc, c'est pour dire que les réformes dans le secteur de l'énergie visent, au plan social d'abord, à desservir nos concitoyens, à permettre à ce qu'ils mènent leur activité d'une manière stable, d'une manière assez confiante. Nous avons le secteur industriel qui a besoin d'énergie pour produire,
parce qu'on ne peut pas produire sans énergie. Et si on n'a pas d'énergie, on veut se doter soi-même de sa propre énergie. On a oublié d'augmenter les marges bénéficiaires et du coup, l'industrie ne peut plus rapporter de l'argent. Donc voilà un peu les éléments pour lesquels les réformes ont été faites dans le secteur énergétique. Mais justement, avec ces réformes, est-ce qu'on peut vraiment jurer la main sur le cœur que lorsque Maria Greta va commencer à produire de l'énergie, qu'on en aura effectivement à notre disposition pour pouvoir l'exporter, puisque, qu'ils vous souviennent, qu'au démarrage du premier moteur récemment, on a constaté que paradoxalement, le jour où on démarrait le moteur, il y avait eu une coupure de l'énergie un peu partout sur toute l'étendue du territoire. Et les gens ont dit que mais plutôt Maria Greta consommait de l'énergie plutôt que d'en produire. Est-ce que vous pouvez vraiment nous apporter la preuve que Maria Greta va produire de l'énergie et qu'on ne va plus assister à des délestages? Non, d'abord, nous sommes un pays de commentaires et, excusez-moi le terme, de ragots. Nous nous plaignons de tout et de rien. Nous commentons des choses que nous ne maîtrisons pas. Produire de l'énergie, c'est de la haute technicité, c'est de l'ingénierie de haut niveau, c'est de la technologie de pointe. Ce n'est pas à notre niveau. Lorsque on veut mettre en route une machine, lorsqu'on veut mettre en route une machine, alors il peut y avoir quelques ajustements, quelques réglages à faire, mais ce n'est rien d'autre. C'est une grosse centrale. Ce que je peux vous dire, il n'y a pas que Maria Greta. Maria Greta va produire suffisamment d'énergie. Si ma mémoire est bonne, c'est autour de 120 MW qui va couvrir pratiquement les 3/4 du déficit énergétique de notre pays. Ensuite vont venir s'ajouter les autres projets énergétiques pour créer l'excédent qui va être exporté vers les autres pays. Maria Greta vise aujourd'hui à stabiliser et à résorber notre déficit énergétique. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé étendre ce projet à 135 MW encore. Hein, absolument. En acquérant encore 3,5 hectares de superficie. Exactement. Donc, comprenez que la vision est très claire. Tout ce qu'on veut faire au début a quelques flottements, quelques ratés, mais finit toujours par se stabiliser. Je l'ai expliqué il y a quelques instants au niveau du secteur économique, au niveau du secteur financier. Mais on veut lancer une grande usine de production d'énergie thermique. On ne veut pas que d'un claquement de doigts, tout fonctionne normalement. C'est un processus. Très bien. Les machines ont été acquises, des contrats ont été signés, et c'est des grands consortiums anglo, etc. et tout, qui ont mené à bon port ce projet. Donc, avec derrière un gazoduc qui va être relié entre le Nigeria et le Ghana en croisement dans les eaux profondes du Bénin. Donc, ceux qui commandent sur les réseaux sociaux ne maîtrisent pas leur sujet. Donc, c'est un des projets phares de la sous-région. Bientôt, nous n'allons plus importer de l'énergie du Nigeria, mais nous allons donner. Oui, parce que le Nigeria est en déficit chronique aussi d'énergie électrique. Très bien. On va évoluer dans cet entretien. Il nous reste encore une dizaine de minutes à passer sur ce plateau. Ah, déjà, ça passe bien vite, sûr, hein. Justement, lorsqu'on est un enseignant et qu'on est très pédagogique, on ne voit pas forcément le temps passer. Absolument. Parlons un peu tourisme tout de même. Et vous l'avez dit, je vous prends au mot, que bientôt, le tourisme sera un poumon de l'économie nationale. Quelles sont les réformes qu'on engage dans ce domaine et qui vous rassurent si tant? Ah ben, les réformes, c'est le premier poumon de l'économie après, le second poumon de l'économie après l'agriculture. C'est clair, c'est incontournable, nous allons y arriver. D'ici 1 an, vous allez voir que le visage touristique de Bénin sera complètement transformé. Le tourisme est le premier pourvoyeur d'emplois après l'agriculture. Le tourisme est le premier pourvoyeur de devises après l'agriculture si elle est de rente et d'exportation. Parce que l'agriculture, vous savez pourquoi on investit dans le coton? Dites-nous, c'est pourquoi? C'est simple. Beaucoup pensent que, ah non, le coton. C'est parce que d'abord, le coton, c'est le premier employeur du pays. Ça permet à plus d'1 million de nos compatriotes de se nourrir et de gagner un peu d'argent. C'est ça le premier élément. Le second élément, le coton est le seul produit aujourd'hui qui nous permet d'avoir des devises. Qu'est-ce qu'on appelle devise? Pour nos téléspectateurs qui nous regardent. Une économie ne peut pas être solide si elle ne détient pas des devises étrangères. Ce n'est pas possible. Parce qu'elle est une économie fragile et son économie sera soumise à multiples aléas. Sa capacité aussi de se refinancer, de refinancer son économie est complètement amoindrie. C'est quoi une devise? Je produis au Bénin, je vends en France. L'entreprise qui a acheté en France me paye avec de l'euro.
En fait, moi, je ne reçois pas de l'euro, je reçois du franc CFA. Mais c'est la Banque centrale qui, au nom du Bénin, reçoit cet euro et met ça sur le compte du Bénin. Je donne un exemple encore plus pratique et plus terre à terre. Alors, M. Soumanou ou bien M. Jacob vend à une entreprise X à Paris des produits au Bénin. Je prends un exemple, j'ai vu un jeune entrepreneur qui fabrique du pain, des biscuits de pain singe, c'est-à-dire des biscuits de semoule de baobab, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs même. Et s'il a réussi à exporter en France, il exporte en France. Pour, par exemple, 1 million de francs CFA. Les 1 million seront payés en euros, ce qui équivaut à environ à 1500 euros. Lui, ici, sa banque va recevoir le paiement en CFA à travers la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, auprès duquel est domicilié le compte du Bénin. Mais dans le compte du Bénin, il y aura l'euro qui est positionné comme étant montant acquis du Bénin. Alors, à part Jacob qui produit du pain de singe, 1 million de Béninois vendent à Paris, à Londres, à New York, à Johannesburg, même au Nigeria, parce que c'est de la devise, le Naira, au Ghana, le Sidi, etc. Et tout. Résultat, au bout de 3 mois, le Bénin se retrouve avec des millions d'euros, des millions de dollars, des millions de Naira, etc. Et tout. Le Nigeria dit, ah, tu détiens trop de ma monnaie. Parce qu'en fait, on ne produit pas les billets comme ça. C'est en fonction de votre capacité économique. Donc, tu détiens trop ma monnaie, redonne-moi mes devises, mes monnaies que tu as. Plus vous avez de la devise, plus vous êtes très fort économiquement. C'est ça la règle de base. Et pour avoir des devises, il faut exporter. Pour exporter, il faut produire. À part la production agricole, il y a le secteur touristique. En quoi le secteur touristique peut doper l'économie, peut rapporter des devises, peut créer des millions, voire des milliers d'emplois? Un, le secteur touristique permet aux touristes de venir. En venant, ils viennent avec des devises. Quand ils viennent, ils vont utiliser les guides touristiques. Ils vont acheter auprès des artisans, auprès des commerçants. Ils vont loger dans des hôtels. Les hôtels sont pratiquement classés en termes de pourvoyeurs d'emploi en 2e ou 3e position lorsque ça marche très bien. Donc, ils vont loger dans des hôtels, payer les hôtels. Ils vont aller dans les zones touristiques, notamment le parc W, la station balnéaire en cours de lancement. Ce projet sera lancé dans les quelques jours à venir, dans la zone de Ouida, etc., etc. Donc, voilà un peu comment notre pays, sur le plan touristique, va bien. Vous avez Aboumé, qui est une zone touristique spéciale, créée dans le programme d'action du gouvernement. C'est une zone où il y aura le musée, par exemple, d'Aboumé. Il y aura la reconstitution du royaume d'Aboumé en l'état, du temps de Béanzin, pour permettre aux touristes de venir apprécier. Et c'est pour ça que nous avons commencé à rapatrier les œuvres d'art. Oui. Voilà. Vous savez, la France, par exemple, son PIB dépend à pratiquement 40% du tourisme. Parce que c'est le premier pays touristique du monde. Chaque année, c'est des millions de visiteurs qui amènent des devises dans le pays et qui logent dans des hôtels, qui dépensent leur argent. Donc, aujourd'hui, l'objectif du Bénin, c'est de transformer le Bénin en premier pôle touristique de l'Afrique de l'Ouest. Lorsqu'on y arrive, certainement que le taux de croissance va évoluer, va s'améliorer. Et justement, dans son document de programmation budgétaire économique pour la période 2020-2022, le gouvernement envisage un taux de croissance de 9,2% en 2022. On sait qu'en 2018, le taux de croissance, selon certains économistes, était de 6,7%. D'ailleurs, c'est un taux qui a été validé par le gouvernement. Et par le FMI. Et par le FMI aussi. Mais oui, toutes les institutions internationales ont validé ce taux. Quand vous dites par le gouvernement, certains de nos concitoyens peuvent dire que c'est un taux fabriqué. Non, c'est les institutions internationales, les FMI, la Banque mondiale, les institutions de notation standard import qui analysent tout et qui valident ce taux. C'est un taux validé au niveau international, c'est pas au niveau national. Très bien. 9,2% en 2022. En 2022. Est-ce que c'est réaliste? C'est très réaliste et même peut-être en deçà. Si nous arrivons à stabiliser notre climat politique, à ce que la paix et le jeu politique animé
fraternelle démarre au profit du développement de notre pays, que l'ensemble des réformes qui sont arrivées à terme et démarrent, que nous réussissons le pari énergétique, que les zones agricoles rentrent dans leur plein régime, que le secteur économique retrouve sa vitalité, nous pourrons être à une croissance à 2 chiffres. Et lorsque l'ensemble des projets touristiques vont démarrer réellement. En fait, quand on dit taux de croissance, le taux de croissance est calculé sur la base d'un ratio du taux d'investissement du pays par rapport à la création de la richesse, au taux d'endettement, etc. Et tout. Donc voilà, les investissements vont être massifs à partir de 2019, 2020, 2021. Il y a les investissements dans le développement de nos villes, les infrastructures urbaines. Il y a l'investissement dans le secteur de l'eau, les secteurs sociaux, l'eau, la santé, l'éducation. Il y a les gros investissements dans le secteur touristique. Il y a dans le secteur économique l'aéroport international, le port en eau profonde, etc., etc. Donc, c'est autant d'investissements qui vont venir booster l'économie nationale, créer beaucoup d'emplois et qui vont porter notre produit intérieur brut à un niveau donné et notre taux de croissance sans toi. Moi, je prédis même peut-être une croissance à 2 chiffres à l'horizon 2022. Si nous avons la stabilité, si nous avons une bonne stabilité politique et que l'opposition revient de meilleurs sentiments, s'organise, que notre horizon, notre organisation, notre système partisan est assaini, il y a une bonne émulation politique dans le pays, nous pouvons aller même à une croissance à 2 chiffres en 2022. Là, on va tutoyer le Rwanda, la Côte d'Ivoire, d'autres pays qui sont actuellement devant nous. Absolument. Et ça, on parlera toujours du Bénin à ce moment-là. Ah, ce sera le Bénin. Le Bénin, c'est le pays des hommes valeureux. Vous savez, depuis les indépendances, nous avons le Rwanda, la Côte d'Ivoire, etc. dont vous parlez. À part le Rwanda qui est un pays atypique, la Côte d'Ivoire. Mais c'est les Béninois qui ont contribué en grande partie à l'essor de la Côte d'Ivoire. Les Béninois, les Burkinabés, oui, je vous le dis, en réalité. Comment ça? Ah ben oui. Mais je vous donne l'un des plus grands centres de formation, université privée de la Côte d'Ivoire, c'est un Béninois. Les cours locaux. C'est ça. Mais oui, c'est un Béninois qui a le plus grand réseau d'universités privées en Côte d'Ivoire. Depuis les années 80. Et qui a toujours le leadership jusqu'à aujourd'hui. Dans le secteur de la manufacture, dans beaucoup de secteurs, il y a énormément d'investisseurs béninois. Les gens ne le savent pas. C'est pareil au Gabon. Alors, si le Béninois est si dynamique à l'international, est si dynamique dans les autres pays, il arrive partout, il est apprécié. Pourquoi nous ne pouvons pas transformer? Nous ne pouvons pas nous révéler comme le PAG l'a dit. Nous devons nous révéler parce que chaque Béninois porte en lui un dynamisme, une intelligence et une capacité extraordinaire. Il faut créer les conditions pour que ce dynamisme, ce leader type du Béninois puisse véritablement se matérialiser au profit de lui-même et au profit de la nation. Alors pour finir, je vais vous faire écouter un extrait du document là qui dit « Si le niveau de déficit budgétaire et d'inflation sont bien maîtrisés, en conformité avec les indicateurs de convergence communautaire, le Bénin va réaliser une croissance économique de 9,2% à l'horizon 2022. » Ça signifie quoi cette phrase? Ben ça signifie simplement que nous sommes dans une zone, l'UEMOA d'abord, où il y a des critères de convergence. Il y a les cadres budgétaires ou le déficit. Qu'est-ce qu'on appelle un déficit budgétaire? Je vous ai donné l'exemple de M. Ziki qui gagne 200 000. Oui. C'est un déficit chronique, un déficit budgétaire chronique. Vous gagnez 200 000 par mois. Normalement, votre taux d'endettement ne doit pas dépasser 40%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes endetté à la fin du mois, si vous payez vos dettes dans votre salaire, vous devez avoir encore 120 000. Si vous avez 118 000, vous êtes en déficit budgétaire. Si vous avez 80 000, c'est grave. Si vous avez 50 000, c'est fini. Carrément. Non, pas au rouge. Vous êtes mort. Parce que là, tous vos indicateurs vont virer au rouge. Vous allez perdre l'espoir. Vous serez stressé. Quand vous arrivez à la maison, vous êtes nerveux. Vos enfants vont commencer par sortir, par vagabonder. Madame ne vous donnera plus le même amour qu'avant.
Vous voyez un peu ce qu'un déficit budgétaire peut créer. Donc la rigueur veut que vous avez 200 000 de salaire, vous devez tout faire pour être contenu dans les 40%. Alors l'UEMOA définit un cadre de convergence où le taux d'endettement ne doit pas dépasser, je pense, 30 à 40%. Je n'ai pas le taux exact. Vous avez la masse salariale que paye le pays qui ne doit pas dépasser un pourcentage donné du produit intérieur brut. Donc, c'est l'ensemble de ces indicateurs mis ensemble. Lorsque vous le respectez, je reviens à l'exemple pour me faire beaucoup plus compréhensible. Vous avez les 200 000. Vous avez réussi à rester à 25% de taux d'endettement sur votre salaire, les 200 000 francs CFA. À la maison, vous avez réussi à dire que sur les 200 000, la nourriture de la maison va prendre 20%. Nous n'allons pas chercher à faire les bourgeois, à manger de la viande saignante tout le temps, à acheter du poisson, par exemple, le meilleur poisson, le thon, du poisson rouge qui coûte cher. Nous allons manger du sylvie qui coûte moins cher, etc. Donc, nous allons rester à 25% de 200 000 pour l'alimentation. Pour notre soin corporel, notamment les vêtements, les petits médicaments de maison, nous allons rester autour de 15%. Donc 25%, 15%, fait 40%. Pour notre loyer, si nous sommes en location, nous devons rester autour de maximum 10%. Ça fait 50%. Pour l'électricité et l'eau, parce qu'il faut le payer chaque mois, nous devons rester autour de 2%. Parce que les enfants ne doivent plus gaspiller l'eau, ils ne doivent plus gaspiller l'électricité. 10%, ça fait 60%. Donc, tous ces taux réunis, vous arrivez autour de 70% de dépenses sur le mois. Il vous reste 30% que vous pouvez mettre en économie. Voilà, tout simplement. Merci à vous. Merci infiniment à vous, professeur Auguste Bertignon Videgla, d'être venu répondre en direct à nos questions. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, vous êtes un militantiste engagé dans les associations estudiantines. Lorsque vous étiez encore étudiant d'ailleurs, c'était au Canada, en France, en Côte d'Ivoire. Vous avez donc eu vos diplômes dans ces différents pays. Vous êtes enseignant du management et de l'économie de développement. D'ailleurs, on l'a noté dans cette émission. Vous êtes donc un professeur des universités titulaire d'un PhD en management de développement des entreprises et d'un double master en économie de développement. Vous êtes aussi détenteur d'un diplôme d'ingénieur en informatique. Vos nombreuses sollicitations, je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan international ont certainement fait de vous un expert en développement. Et vous aussi, vous êtes un acteur politique, ancien membre de la Renaissance du Bénin, ancien président du parti Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision, ancien président aussi de l'Union nationale démocrate, des partis qui ont dû disparaître pour donner naissance au bloc républicain auquel vous appartenez aujourd'hui. Vous êtes donc chargé de mission du chef de l'État, le président Patrice Talon. Merci infiniment d'être venu. Votre lampion intellectuel en main pour éclairer donc l'opinion de nos différents téléspectateurs, mais également de nos auditeurs. Je vous remercie infiniment d'être venu. Merci, monsieur le journaliste, et je dis merci à tout le peuple béninois pour la patience. Voilà, merci aussi à vous. Peut-être en savez-vous un peu plus désormais sur tout ce qui se fait aujourd'hui au Bénin pour un réel développement économique de cette nation. Ils l'ont dit, ces économistes, et le professeur Auguste Videgla l'a confirmé sur ce plateau. En 2022, probablement, le Bénin aura un taux de croissance presque à 2 chiffres. On verra ça, on reviendra sur ce plateau, on fera le bilan en son temps. Merci infiniment, professeur. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, chers auditeurs qui nous avez suivis. Bon dimanche à vous et à dimanche prochain avec un nouvel invité.